4000 soldats ukrainiens seraient-ils vraiment prêts à retourner leurs armes contre leur propre chef? Cette question choque, mais elle reflète la gravité de la situation qui embrase Kupiansk aujourd'hui. Kupiansk, autrefois bastion stratégique, est désormais le théâtre d'une explosion interne. La ville s'embrase, la ligne de front s'effondre, et le commandement ukrainien paraît totalement dépassé par les événements. Face à des ordres jugés suicidaires, des milliers de soldats, épuisés et encerclés, refusent d'obéir. Le spectre d'une mutinerie grandit sous les yeux du pouvoir politique impuissant. La crise prend une tournure inédite. Lors d'une session extraordinaire au Parlement, une députée ose briser l'omerta. Elle dénonce publiquement les mensonges du haut commandement et exige la destitution du chef militaire en place, déclenchant une onde de choc à Kiev. Derrière les discours officiels se cache une réalité bien plus sombre. Le chaos sur le terrain engendre un effondrement de la confiance, une rupture entre les troupes, leur état-major et le sommet de l'État. Ce qui se joue à Kupiansk dépasse le cadre militaire. La défaite pourrait très vite déborder et se transformer en crise politique majeure. Un soulèvement militaire, impossible à contenir, menacerait alors l'équilibre du pays tout entier. Comment a-t-on pu en arriver là? Quelles forces, quels choix ont précipité l'Ukraine vers ce point de rupture historique? Pour comprendre les origines de ce chaos et décrypter les mécanismes d'une telle crise, revenons au début de l'offensive et analysons les responsabilités et les actes de chaque acteur. Le chaos ne commence pas sur le champ de bataille, mais au cœur du pouvoir sous les yeux du pays. Tandis que la ligne de front à Kupiansk s'effondre, c'est une crise d'une toute autre nature qui éclate au centre du pouvoir ukrainien. C'est Mariana Bezouglaya, députée à la Rada, qui allume la mèche. En plein Parlement, elle recouvre la tribune de ruban rouge sang, entoure le pupitre de slogans accusant l'état-major ukrainien de mensonges et d'incompétence et exige la démission du chef suprême des armées. Un geste rare, frontal, qui choque ses collègues et interpelle la nation tout entière. Sa voix n'est pas isolée, mais elle porte une vérité que beaucoup taisent. Selon elle, la perte de Kupiansk n'est plus une éventualité, mais une certitude. Ce n'est plus une question de si, mais de quand. La ville, affirme-t-elle, est déjà hors de contrôle, et l'armée ukrainienne ne fait que retarder l'inévitable par des communiqués optimistes, déconnectés de la réalité. Le commandement militaire, lui, continue de marteler des récits de victoires fictives et de repositionnement stratégique, alors même que la situation sur le terrain est catastrophique. Derrière les discours officiels, il ne reste que le désarroi, la confusion et la peur de s'effondrer tout à fait. Dans les couloirs du Parlement, la défiance monte. Des pancartes s'accumulent, les voix s'élèvent et l'on s'interroge « Qui dit la vérité au peuple ukrainien ?» Les chefs militaires, retranchés derrière des rapports embellis, ou les députés indignés qui osent s'en défier la version officielle. Sur les réseaux sociaux, les blogueurs pro-gouvernementaux abondent dans le sens de l'optimisme. Depuis leur bureau confortable de Kiev ou de Lviv, ils racontent la résistance héroïque de Kupiansk, alors même qu'ils n'ont pas posé un pied sur le front. Leur récit, rassurant mais illusoire, entretient l'aveuglement collectif. Mais derrière ce spectacle, la réalité est tout autre. L'effondrement du moral des troupes, la défiance envers le commandement et l'incapacité du pouvoir politique à reprendre la main craint un vide. Un vide où la colère et la peur grandissent, minant chaque jour un peu plus la légitimité du régime. À mesure que s'installe ce climat de suspicion, la possibilité d'un affrontement interne devient tangible. Le système déjà fragilisé par les pertes militaires vacille sous le poids du doute et du mensonge. Un régime sans autorité ni crédibilité peut-il encore résister à la tempête qui vient? L'onde de choc de cette crise politique commence seulement à se propager. Mais à quelques dizaines de kilomètres de là, la catastrophe militaire de Kupiansk s'aggrave, et ce sont les faits bruts, implacables, qui vont bientôt imposer leur vérité. Sur le terrain, la débâcle de Kupiansk ne fait que s'accélérer. Les pertes, les tentatives désespérées de résistance et l'effondrement des lignes défient toutes les annonces officielles. Sous les projecteurs, la vérité est plus sombre que tout ce qui a été avoué publiquement. Lorsque le général Dropatoï a lancé sa contre-offensive à Kupiansk, il n'a épargné aucun effort. 2 brigades entières, épaulées par des renforts composés de mercenaires latino-américains et de prisonniers fraîchement enrôlés, ont été précipitées dans ce brasier. Mais dès les premiers engagements, l'ampleur du désastre est apparue. C'est une véritable hécatombe. La manœuvre s'est transformée en piège mortel. La majorité de la ville échappe désormais au contrôle ukrainien. Les unités envoyées au front se retrouvent encerclées, coupées de toute ligne d'approvisionnement ou de soutien, isolées au cœur d'un cauchemar tactique. Les forces russes dictent le tempo.
Elles tiennent fermement les ponts, les routes, les points logistiques. Chaque tentative ukrainienne de ravitailler les troupes, d'acheminer des renforts ou d'évacuer les blessés est paralysée, frappée par une supériorité opérationnelle implacable. Pire encore, la discipline s'effondre. Des enregistrements radio authentifiés témoignent d'un phénomène tabou. Les soldats refusent catégoriquement d'obéir à des ordres jugés suicidaires. Certains officiers n'hésiteront plus à contester publiquement la stratégie du commandement. L'insubordination se répand comme une traînée de poudre. Le mythe de l'invincibilité occidentale s'écroule. Chars dernier cri, véhicules blindés high-tech, canons automoteurs, tout est anéanti quotidiennement, parfois même dès leur engagement. Les pertes matérielles s'accumulent, tandis que la réalité sur le terrain écrase les plus optimistes. Environ 4000 hommes continuent de résister dans ce piège, mais les pertes humaines sont tout simplement effroyables. Les avancées promises n'arrivent jamais. Aucun terrain n'est repris. Les jours passent, les effectifs fondent, la confiance disparaît. La panique gagne chaque recoin. Les évacuations virent à la débâcle. Des unités entières se disloquent, chacun cherchant à sauver sa peau. Équipements abandonnés, blessés laissés derrière, la confusion générale précipite l'effondrement. À ce stade, l'armée ukrainienne perd bien plus qu'une ville. C'est sa cohésion, son esprit de corps, son aptitude à se battre qui vacille. Et derrière elle, c'est la survie même du régime qui est menacée. Mais ce qui se joue maintenant va au-delà du fiasco militaire. La rupture avec le commandement engendre une dynamique de révolte. L'insubordination, d'abord instinct de survie, devient un acte politique. Le poison du désespoir se propage, attisant la colère des soldats contre leur propre hiérarchie. La contestation ne tarde pas à éclater au grand jour, révélant une nouvelle crise au sommet de l'État ukrainien. Quand les soldats ne craignent plus la sanction du commandement, mais la mort inutile, tout devient possible. La situation à Kupiansk a basculé dans l'irréversible. La ville est pratiquement encerclée. Les corridors restants sont sous le feu constant de l'artillerie et tout ravitaillement est désormais impossible. Les soldats chargés de défendre la place sont piégés, pris au piège d'un chaudron qui se referme de jour en jour. Le scénario tant redouté prend forme. Il ne reste que deux options. Tenter une percée désespérée, au prix de milliers de vies, ou se rendre et subir l'humiliation publique. Les chefs militaires, refusant d'assumer la réalité de la défaite, préfèrent sacrifier leurs hommes pour préserver l'image du pouvoir. Mais la tension monte d'un cran. Au sein des forces ukrainiennes, nombre de soldats ne voient n'ayant plus de sens à obéir à des ordres absurdes, qui ne servent qu'à prolonger l'agonie. Les mercenaires, venus notamment d'Amérique latine, et les prisonniers recrutés à la hâte, découvrent qu'on leur a menti sur le contenu de leur contrat et la réalité du front. Ils deviennent incontrôlables, leur loyauté s'effrite chaque jour un peu plus. La défiance s'installe. Les radios interceptent des conversations où des groupes entiers refusent de monter en première ligne. La peur de la mort inutile l'emporte sur celle des représailles disciplinaires. L'idée de retourner les armes contre Kiev n'est plus un simple murmure, mais un sujet de discussion sérieux parmi les soldats épuisés et trahis. Le spectre de la mutinerie n'est plus une fiction. L'histoire elle-même s'invite au cœur du conflit. Tout rappelle les prémices de la révolution russe, lorsque les armées, épuisées et abandonnées par leurs chefs, ont fini par accélérer la chute du pouvoir central. Ce n'est plus seulement la pression ennemie qui menace l'Ukraine, mais une implosion venant de ses propres rangs. Les conséquences peuvent être dramatiques. Si la mutinerie éclate, si la fracture entre le commandement et les troupes s'élargit, c'est l'effondrement rapide du pouvoir central qui menace, ouvrant la voie à une guerre civile dont nul ne peut prédire l'issue. La crise de Kupiansk révèle ainsi une vérité dérangeante. Le danger le plus grave pour un régime assiégé vient souvent de ses propres failles internes, bien plus que de l'ennemi extérieur. Face à une telle impasse, faut-il encore croire aux récits officiels? Et surtout, quelles leçons peuvent tirer les dirigeants d'une crise qui ne cesse de s'aggraver? Quand tout vacille, l'honnêteté et la lucidité deviennent-elles les dernières armes des survivants? Dans une crise systémique comme celle de Kupiansk, la tentation est grande de masquer la vérité, de sauver les apparences coûte que coûte. Pourtant, l'histoire nous enseigne que la transparence, même tardive, est souvent le seul espoir pour restaurer la confiance et éviter l'effondrement complet. Ne pas dire la réalité, c'est non seulement condamner la base à l'aveuglement, mais aussi prendre le risque d'aggraver les pertes humaines. Reconnaître publiquement les erreurs stratégiques, au lieu de les camoufler, peut paraître suicidaire pour un commandement. Mais face à la catastrophe, cette honnêteté brutale devient la première étape pour sauver des vies et reconstruire une défense crédible. Mentir ou se voiler la face ne fait, en réalité, que retarder l'inévitable et rendre le bilan encore plus lourd.
Les témoignages publics comme celui de la députée Bezouglaya, s'ils restent rares, sont essentiels. Ils ouvrent la porte à un vrai débat, pointent du doigt les dysfonctionnements et forcent le système à envisager des réformes de fond. Sans ces voix dissidentes, l'appareil politique et militaire reste figé dans le déni, prisonnier de sa propre communication. Dans toute situation de crise majeure, la survie des institutions dépend de leur capacité à écouter la base, à affronter la réalité sans faux semblants. Si le commandement refuse d'entendre les alertes qui remontent du terrain, il scie la branche sur laquelle il est assis. L'histoire militaire foisonne d'exemples où la cécité des élites a précipité la chute de régimes entiers. Le risque est immense. Ne pas tirer de leçons de ce désastre, c'est s'exposer à voir le scénario se reproduire ailleurs, dans des circonstances encore plus dramatiques. Ce qui se joue ici dépasse le simple sort d'une ville ou même d'une armée. C'est la confiance entre les soldats, le commandement et le peuple qui se fissure, menaçant l'existence même du système. C'est pourquoi une prise de conscience collective, aussi douloureuse soit-elle, devient la seule chance d'éviter la répétition de la catastrophe. Gommer les erreurs, nier l'évidence ou sacrifier ceux qui témoignent ne peut que retarder l'heure des comptes. Mais alors, quelles conséquences pourraient découler d'une prise de conscience nationale ou, au contraire, d'un prolongement du déni ? Voyons ce que l'avenir réserve à l'Ukraine face à ce tournant critique. Le vrai danger n'est pas seulement la défaite, mais la cécité volontaire de ceux qui refusent de voir la réalité. Ce qui s'est joué à Kupiansk, ce n'est pas qu'un revers militaire, c'est le symptôme d'une rupture profonde entre soldats, commandement et dirigeants. Quand ceux qui sont censés protéger le pays ferment les yeux ou transforment la vérité en fable rassurante, ils condamnent leurs propres concitoyens à l'aveuglement collectif. Rester passif face à ces signaux d'alerte, ou pire, nier l'évidence, met en péril l'existence même du pays et précipite la souffrance de tout un peuple. L'histoire nous a déjà montré que l'effondrement ne vient pas toujours de l'ennemi. Il commence souvent de l'intérieur, là où le mensonge érode la confiance et où l'on s'enferme dans le déni. Aujourd'hui, le pouvoir à Kiev préfère préserver une façade, quitte à perdre le contrôle de la situation, plutôt que d'affronter la réalité en face. La responsabilité de chacun est de regarder les faits avec lucidité, même si la vérité dérange. S'informer, questionner, refuser la version officielle quand elle ne colle plus à la réalité, c'est le seul moyen d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Ne pas voir, ne pas vouloir savoir, c'est laisser le pire se produire sans même essayer de l'empêcher. La catastrophe de Kupiansk n'est pas encore le dernier acte, elle est un avertissement. L'ignorer, c'est prendre le risque que la ruine s'étende, que le tissu social et politique se déchire irrémédiablement. La vraie question, désormais, n'est pas seulement ce que feront les soldats ou les généraux, mais ce que chacun d'entre nous décidera de voir, de comprendre et de transmettre.